Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de Australie-Portugal. On fera dans une heure le débrief de Afrique du Sud, Tonga, il sera en ligne dans une heure. Australie-Portugal, j'enregistre un petit peu tard à 19h ce lundi. J'ai vu les deux matchs en direct dimanche parce qu'il y a eu les débriefs sur TikTok. Le problème c'est que je me suis dit, est-ce que j'enregistre ou j'attends de voir ce qui se passe du côté de la Soudal Quickstep et de la Jumbo Amazon Visma. Sauf que il n'y a pas eu d'infos aujourd'hui, donc j'ai attendu jusqu'au dernier moment s'il y allait avoir une fusion, un projet de quelque chose, des infos un peu fiables, parce que c'est vrai que les infos qui sont tombées pour le moment, c'est les infos de Marca. Marca, c'est pas la première fois qu'il se tromperait, surtout Marca a toujours des intérêts quelque part, souvent pour donner ce type d'infos. Soit c'est pour Landa, par exemple. Donc je me méfie quand même de Marca. Le soir, a pas d'infos fiables. Pour l'instant, on est quand même plus sur des rumeurs qu'autre chose. Donc j'attendrai demain ou après-demain pour voir s'il y a des infos supplémentaires. Bon, Australie-Portugal, on va revenir sur le rugby. Un match où on s'aperçoit que l'Australie est tombée bien bas et que Eddie Jones va avoir du boulot, et une équipe du Portugal qui, elle, progresse et qui a gagné des bons points aujourd'hui sur cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief à la mi-temps et juste après les matchs. Et puis on commence tout de suite. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui l'ont fait cette année. Bon, Australie-Portugal. Eh bien, un match intéressant du côté de l'Australie. Non, je déconne. Ça montre à quel point cette équipe d'Australie n'a pas de point fort. Alors, le match a été plaisant à regarder. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, le match, c'est très intéressant. Des deux matchs que je conseillerais sur cette journée de compétition, si vous n'avez pas le temps de voir tous les matchs, je vous conseillerais Australie-Portugal et le match Fidji-Géorgie pour voir à quel point une équipe peut passer à côté de sa première mi-temps et quand même gagner la rencontre. Australie-Portugal, c'est fou de se dire que techniquement les Portugais peuvent avoir deux essais totalement légitimes, peuvent avoir un essai en plus du côté des Portugais, parce qu'ils ont deux essais dans cette rencontre, mais ils peuvent avoir un troisième essai. Pour moi, il doit y avoir essai de pénalité. Je ne comprends pas comment on ne peut pas mettre essai de pénalité. Surtout que ça n'a aucune logique. Donc il y a une action, c'était vers la 50e minute, qui provoque un carton jaune pour les Australiens, dans une zone de marque. Donc normalement, carton jaune, zone de marque, même si le joueur portugais n'a pas aplati. Et encore une fois, il faudrait en être sûr parce qu'on n'a pas de plan de caméra qui certifie que le Portugais n'a pas aplati. Or, la décision de terrain était essai. Donc à partir du moment où on n'a pas une image qui permet de contredire la décision terrain au rugby, normalement c'est essai. Et de toute manière, même si l'essai n'est pas validé, on va dire de manière classique, c'est essai de pénalité. Donc, il doit y avoir un essai en plus du côté des Portugais. Si c'est essai de pénalité, mais vu là où était placé, la transformation était bonne, donc ça fait 21. Il y a l'essai qui est manqué pour pas grand-chose, pour un pied qui sort en touche. Alors celui-là, la transformation aurait peut-être été compliquée à marquer. Mais il y a au moins 12 points supplémentaires, pour moi, du côté des Portugais. Ce qui fait que ça t'emmène à 26. À 26, t'es qu'à un point du bonus défensif. Ils sont vraiment passés pas loin du bonus défensif, les Portugais. S'ils avaient été un petit peu plus efficaces, ils avaient bonus défensif. Au moins, face à une équipe d'Australie. On parle quand même de l'Australie, qui est double championne du monde, qui était encore il n'y a pas si longtemps que là, demi-finaliste de Coupe du Monde. Il y a du boulot pour Eddie Jones parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos TikTok, cette équipe-là n'a pas de point fort. En première mi-temps, je pensais que le point fort, c'était les avants. Je trouvais que les avants faisaient un bon match. En deuxième mi-temps, ils se font dégommer en mêlée, les avants australiens. Et au final, ils sont à 5 sur 7 en mêlée. Donc, c'est pas bon. Seulement 15 phases statiques gagnées. 3 mauls gagnés. Ils ont moins de rucks gagnés que les Portugais dans ce match. Donc, les avants, je pensais qu'ils faisaient un bon match en première mi-temps, se sont écroulés en deuxième mi-temps. Les trois quarts, c'est pas fou. Alors, c'était déjà pas fou sur les matchs précédents. Là, c'est encore un petit peu pareil.
Des combinaisons offensives, il n'y en a pas. C'est du jeu extrêmement simple que proposent les Australiens. C'est presque les Portugais qui ont le plus de... Ils font beaucoup de courses sans ballon, par exemple, les Portugais, sur les actions offensives. C'est presque du côté des Portugais où je prends le plus de plaisir à regarder les actions offensives. La conquête en touche, bon, ils sont à 10 sur 13, donc c'est pas exceptionnel. Quand même 11 pénalités de carton jaune, donc c'est même pas une équipe qui prend peu de fautes. 29 plaquages manqués, au niveau international c'est beaucoup trop, seulement 76% de réussite. Donc cette équipe n'a aucun point fort. C'est presque un miracle quand même qu'elle s'impose, parce qu'elle est dominée dans énormément de secteurs du jeu, quand même, cette équipe australienne. Quand on regarde les statistiques, ils sont en dessous sur les courses, franchissement de ligne d'avantage, passe, défenseur battu, offload, maul gagné, ruck gagné, ils sont derrière. Par contre, sur le jeu au pied, ils sont au-dessus, sauf les coups de pied en touche. Il y en a plus du côté des Portugais. Le nombre de plaquages manqués, c'est mieux du côté des Portugais. Le nombre de pénalités, c'est mieux du côté des Portugais. Les mêlées et les touches, meilleures statistiques du côté des Portugais. Les phases statiques gagnées, meilleures statistiques du côté des Portugais. Possession sur l'ensemble du match, meilleur du côté des Portugais. Occupation sur l'ensemble du match, meilleur du côté des Portugais. C'est vous dire à quel point ils s'en sortent par une petite ouverture, les Australiens. Mais vraiment, le défi, c'est un vrai défi pour Eddie Jones dans 4 ans, parce que, encore une fois, si on regarde l'équipe de France, par exemple, il y a 4 ans, cette équipe de France, les qualités offensives, elle les a déjà. On n'est pas assez rigoureux en défense, on fait trop de fautes, mais le jeu offensif, on l'a déjà. Donc on a déjà une qualité. Il nous manquait du jeu au pied, il nous manquait plein de petits paramètres, hein, mais on avait déjà des qualités. Si on regarde l'Écosse, par exemple, il y avait déjà du jeu offensif des trois quarts. Il leur manquait un peu de liant, un peu de constance dans les résultats, par exemple. Si on regarde cette formation-là. Si on regarde les nations avant qu'elles deviennent performantes, on voit à chaque fois quand même qu'il y a un minimum de qualité dans ces formations-là. L'Uruguay, c'est déjà pas mal il y a 4 ans. Et ça se perd pas comme ça des qualités. Là, il y a vraiment déjà, je pense, un trou de génération du côté des Australiens. Mais il n'y a pas grand-chose dans le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'en face, je rappelle, c'est le Portugal. Une nation qui est pour le moment 16e au classement IBU. Donc qui est quand même 6 places derrière. En rugby, c'est beaucoup. Ça a été très compliqué pour moi, je trouve. En deuxième mi-temps, c'est quand même 10-7 hein, seulement pour les Australiens. Et encore une fois, normalement, les Portugais doivent gagner cette deuxième mi-temps, avec notamment l'essai de pénalité. Donc, si tu rajoutes les 14 points de l'essai de pénalité, ils sont à 14-10 en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que les Australiens perdent la deuxième mi-temps. Je trouve quand même que c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Bon, alors ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Du côté de l'Australie, ce que j'ai aimé, pas grand-chose. Non, les grattages. Ils ont gratté pas mal de ballons. Surtout en première mi-temps. Encore une fois, le travail des avants en première mi-temps est intéressant. Ça tient pas à la cadence du côté des avants. Et je pense que c'est physiquement que ça n'a pas tenu la cadence. Notamment avec James Slipper, avec Nick Frost qui a remplacé très vite. Et le banc n'est pas assez qualitatif pour compenser les joueurs titulaires. Après, très clairement, c'est que des flops hein, après ça. Défense agressive. Alors, c'est bien de vouloir faire une défense agressive, de monter très vite sur les adversaires. Le problème, c'est qu'il faut le maîtriser quand tu fais ça. Le problème de la défense australienne, elle tente de faire de la défense agressive, sauf que comme c'est pas bien coordonné, eh bien, ça laisse des ouvertures sur les ailes. Et autant te dire que Bettencourt, par exemple, en a profité énormément mais Storti également. Il y avait des espaces sur les ailes qui étaient monumentaux. Et pourtant, les Portugais ont des défauts. Les balles sortent lentement, par exemple. Mais malgré ça, comme tu les montes trop fort, c'est pas bien en place, c'est compliqué. Imprécision sur le jeu. Alors là, j'avais une petite statistique sur l'équipe, sur les imprécisions au niveau du jeu. C'est le nombre de ballons perdus. 20 du côté des Australiens
Ils en perdent plus que les Portugais, là encore, hein, c'est moins bien. C'est beaucoup trop. Ils ont fait que 6 franchissements contre 10 pour les Portugais. Là encore, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. 2 transformations ratées. Le jeu au pied en plus ne compense pas ça. Et puis beaucoup trop d'approximations. Comme on est frustré, eh ben on fait des fautes stupides. Parce qu'il y en a une, ça méritait presque rouge, et au moins ça méritait cette pénalité, mais quand même 2 cartons jaunes dans le même match. À un moment, il joue à 13 contre 15. Beaucoup trop d'approximations. Mais comme tu n'arrives pas à mettre en place un jeu intéressant, eh ben tu es frustré. Comme tu es dominé en début de deuxième mi-temps, bah, tu fais des fautes stupides. Il n'y a pas un joueur cadre qui en impose un petit peu dans cette équipe. Tu n'as pas une star qui est capable de dire un moment de faire ressaisir les joueurs en plus. Les joueurs passent complètement à côté de leur deuxième mi-temps. Il n'y a aucun cadre dans cette équipe qui est capable de dire non, il faut se reconcentrer. Autre chose positive, dit quand même la puissance. Mais bon, ça reste face à l'une des équipes qui est la plus en déficit dans ce domaine-là avec le Chili, cette équipe portugaise. Et avec la Roumanie, c'est des équipes qui ont un déficit de puissance du côté des avants. Donc, moi, je ne vois pas comment tu peux faire progresser cette équipe en 4 ans. Je ne vois pas comment cette équipe va faire... Dans 4 ans, elle fera peut-être quart de finale. Mais je la vois difficilement arriver en demi dès maintenant. Notez ça, peut-être dans 4 ans, mais je vois difficilement comment cette équipe va réussir à progresser. Il y a un trou de génération. Il va falloir trouver des stars. Sauf que tu n'en as pas. Ton banc, il est d'une pauvreté abyssale. Enfin, ça va être c'est colossal le travail d'Eddie Jones. Hein. S'il réussit en 4 ans, ça fera taire les critiques de certains suiveurs du rugby. Mais ça me semble compliqué parce que n'importe quel entraîneur serait en difficulté avec cette équipe. Vraiment. Quand tu n'as pas de point fort, quand même difficile ensuite de rectifier le tir. Du côté du Portugal, ce que j'ai aimé, c'est le jeu offensif. Dès qu'ils enclenchent, ils sont très forts. Pourquoi ? À chaque fois, il y a au moins 2 joueurs sans ballon qui perturbent la défense adverse. Il y a 2 joueurs qui partent comme ça, qui font des leurres. Ça gêne énormément les défenses. Alors, la défense australienne aurait pu s'adapter, mais elle n'a jamais réussi à s'adapter à ça. Vu qu'elle montait de matière agressive, les leurres gênaient les défenseurs. Donc ça, déjà, c'est très bien réussi. Le jeu offensif, il y a peu d'erreurs dans le jeu offensif. Je trouve pour une équipe, encore une fois, du tiers 3, je trouve que les ballons arrivent vite à destination, qu'il y a des vrais très bons joueurs de ballon derrière. Il y a des très bons joueurs intéressants qui mériteraient d'être dans des clubs plus importants. Je trouve vraiment le petit Storti, par exemple, est très très bon. Le petit Betancourt également. Et je parle même pas de Simoes qui n'était pas titulaire sur ce match-là, qui est très bon aussi, qui est rentré à la mi-temps. Non, il y a des joueurs vraiment, vraiment très bons. Le petit Marquez aussi. Non, il y a vraiment des très, très bons joueurs derrière. Les touches. Parce que c'est fou quand même de se dire que les Australiens ont 2 joueurs qui font plus de 2 mètres. Les Portugais, les plus grands joueurs, font 1m91, 1m92. Donc il y a quand même 10-15 cm d'écart. À la touche, même si tu fais des bons lancers et que tu es talonneur, c'est quand même compliqué. Mais ils ont des combinaisons en touche. Et les Australiens n'ont jamais réussi à trouver la solution. Souvent, c'était des touches avec des petites combinaisons. Comme ça, on n'utilisait pas le même joueur. Mais ils ont perdu très peu de touches. Les Portugais, ils sont à 15 sur 17 en touche. Ce qui est un très bon score. Encore une fois, on est sur une équipe du tiers 3. 6 sur 7 en mêlée. Pas mal pour une équipe qui, encore une fois, a un déficit de puissance. Donc je trouve que les touches, c'est vraiment un point fort. On sent que c'est un domaine où ils travaillent. Et ils arrivent à compenser le fait qu'ils n'aient pas des super grands gabarits. Donc ça, c'est très très bien. Beaucoup d'intelligence dans le jeu. Il y a pas mal de joueurs qui regardent bien ce qui se passe sur le terrain avant de faire les passes, qui prennent le temps. Alors parfois, ils prennent un peu trop le temps. C'est vrai que les lancements de jeu, tout ce qui est sortie de ruck, c'est trop long aujourd'hui. Hein. Quand tu as le temps de compter sur tes doigts, c'est que c'est trop long, les sorties de ruck. Donc ça, il faut qu'ils aillent plus vite. C'est ce que disait très bien Mathieu Lartaud, notamment aux commentaires de ce match.
Alors, il y a pas mal de folie dans le jeu portugais. Il faudrait encore un peu plus de cadre. Voilà, c'est bien, bon, ils font des actions un peu folles, sauf que les actions un peu folles, tu peux pas les faire à n'importe quel moment. Tu peux pas en faire tout le temps. Donc, il faudrait encore un petit peu de cadre. Mais Lagisquet, le coach, Patrick Lagisquet, a été pris pour ça aussi. Un manque d'efficacité. Malgré le fait qu'il y a l'essai de pénalité, normalement, ils sont en capacité de prendre le bonus défensif. Donc, il faut être plus prompt à marquer des essais. Tu ne peux pas attendre 3-4 passages dans les 22 mètres avant de marquer un essai. C'est pas possible. Et ça a été leur gros problème, avec des erreurs sur le dernier geste, avec peut-être un peu de précipitation parce qu'ils voulaient tellement bien faire, ils voulaient tellement marquer les essais que des fois, ils faisaient des erreurs. Et puis voilà, des beaux mouvements offensifs. Des joueurs qui ont des appuis, les qualités d'appui des joueurs portugais. Alors, c'est des joueurs vifs, c'est des joueurs qui sont plus légers que les joueurs australiens. Mais les Australiens ne sont pas les plus massifs. Ils leur ont fait des misères sur les appuis. Il y a certains Australiens, je pense qu'ils doivent avoir mal aux cuisses, mal aux reins, parce qu'ils se sont pris des actions où ils étaient dans l'incapacité de réagir sur les changements d'appui. Mais une équipe portugaise qui, je trouve, montre vraiment de très très belles choses. Une défaite voilà, où le bonus offensif est pris à la dernière minute face au Pays de Galles. Là encore, une défaite qui est légère, alors que pourtant c'est leur 3e match de Coupe du Monde. Donc pas forcément évident face à une équipe qui en plus voulait se relancer après un match compliqué face aux Fidji. Donc je trouve qu'ils font vraiment ils donnent une très belle image du Portugal. Et quand tu sais qu'il n'y a que 4000 licenciés, tu te dis qu'avec une base plus importante, il y a vraiment de quoi faire du côté du Portugal au niveau rugby. S'ils passent à 10 000, 12 000, 13 000, cette Coupe du Monde va peut-être être intéressante pour intéresser des jeunes. Je ne sais pas si c'est très bien diffusé à la télévision du côté du Portugal, mais c'est une équipe vraiment où tu te dis qu'avec seulement 4000 licenciés, ils arrivent à faire ça. Donc si ils doublent le nombre de licenciés en 4 ans, sur les 4 prochaines années, qu'ils arrivent à 8 000, 9 000, 10 000 licenciés, ça peut être vraiment très intéressant pour les années à venir, pour former des jeunes et pour avoir un renouvellement dans le collectif portugais. Et puis s'ils arrivent à jouer en France, ces joueurs portugais, ou en Italie par exemple, ça peut être très intéressant. Plus-moins du côté de l'Australie. Alors pour moi, le plus, j'ai mis Rob Valentini. Pourtant, il sort tôt, Valentini. Mais c'est le seul joueur qui a vraiment fait mal, je trouve, aux défenseurs portugais, qui a réussi vraiment à faire de grosses avancées dans la défense portugaise. Voilà, et c'est quand même terrible que ça soit un joueur qui sorte très tôt, que je mette en avant à ce point-là. Du côté des flops, j'ai mis Foketti. Pas vu du match. Pas vu de la rencontre, Foketti. C'est où pour moi, il y a un vrai manque de talent, parce que, bon, encore une fois, normalement, il y avait des espaces, tu pourrais faire des bonnes choses. Foketti, si quelqu'un l'a vu dans la rencontre, je ne l'ai pas vu du match. Navoka Nitawazi, si. Kelaway aussi. Mais Foketti, pas vu. Donc c'est pour ça que je le mets en flop. Du côté du Portugal, en plus, Betancourt, malgré le carton jaune, et c'est là où tu vois son importance dans le jeu, parce que le carton jaune, c'est là où ils ont été le plus en difficulté, les Portugais, dans ce moment-là, parce que Betancourt est un joueur très important sur le point de vue offensif, mais également d'un point de vue défensif. C'est vraiment un de leurs joueurs majeurs. Quand tu le perds, c'est compliqué. Et puis en flop, j'ai mis Costa. J'ai mis David Costa sur les déficits en puissance des avants. Voilà, je trouve qu'il n'a pas fait autant Tadger. Tu peux pas le mettre en flop. Les touches, c'est la réussite en touche, c'est grâce à lui. David Costa, je pense que voilà, il y avait un petit déficit face aux adversaires. Ça a été compliqué, je trouve, face à Slipper dans ce match, donc qui est pourtant pas un talonneur un talonneur de ce côté-là de métier. Donc c'est sûr que c'est compliqué pour David Costa, je trouve, notamment sur les mêlées. C'était là où c'était un petit peu difficile. On regarde tout de suite le classement de ce groupe C.
Et pour le moment, donc, le Pays de Galles est en tête avec 14 points. Ils ont encore un match à réaliser, les Gallois. Ça sera face à la Géorgie lors de la dernière journée de compétition. Les Australiens, eux, ont joué leurs 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont pour le moment 11 points avec un average goal de -1. Le problème pour eux, c'est que les Fidji qui sont 3e avec 10 points vont aller jouer le Portugal. Et que là, il y a une vraie opportunité pour les Fidjiens de faire mal aux Portugais, surtout qui enchaîneront 2 matchs en 2 semaines. Enfin, 2 gros matchs en 2 semaines. Donc ça peut être compliqué pour les Portugais. Donc normalement, on devrait avoir Pays de Galles, Fidji en quart. Du côté du groupe C, même si encore une fois, pour le moment, l'Australie est à 11 points, je pense qu'ils peuvent déjà préparer les valises. Du côté des Australiens, voilà, vous attendez pas à rester parce qu'il faudrait que les Portugais gagnent et que les Fidjiens ne prennent pas de bonus défensif. Donc ça, voilà, c'est très compliqué de se retrouver dans cette situation-là parce qu'en cas d'égalité, les Fidjiens passeraient, vu que les Fidjiens ont battu les Australiens. Donc il faudrait qu'ils perdent, mais sans prendre un point. Bon, eh ben nous, on a passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!